Il s'appelle Manoa Labranche, il a 22 ans. Grosse suite à 2 pas des Champs-Élysées pour m'en mettre plein les yeux. Et la plupart de ces OnlyFans managers vivent où? Dubaï. À Dubaï, évidemment. Qu'est-ce que tu diras à tes enfants demain? Je pense que les enfants de Xavier Niel aujourd'hui, ça les empêche pas de dormir la nuit, que leur papa ait fait du quand il a commencé. La plupart d'entre eux, vous l'avez entendu, parlent de modèles comme des vulgaires produits et ils ne pensent qu'à leur business. Ah, ils ont pris l'interview la plus sérieuse de l'OFM, c'est génial. Je vous préviens, vous allez peut-être avoir envie de le détester et à la fin, vous allez peut-être, comme moi, être un peu déconcerté par cette interview. Écoutez, vous allez voir, ça fait froid dans le dos. La semaine dernière, j'ai été interviewé par M6 pour parler du business OnlyFans, donc le management OnlyFans, l'OFM. Ce que j'ai apprécié, c'est que la démarche était sincère. Ils m'ont pas fait croire qu'ils allaient présenter l'OFM comme un business idyllique et parfait. Ils m'ont clairement dit qu'ils étaient là pour taper dessus, mais qu'ils n'étaient pas contre avoir une deuxième version, entre guillemets, de quelqu'un qui faisait les choses professionnellement, éthiquement, qui faisait les choses bien en France. Et donc, j'ai été interviewé par Baptiste, qui était journaliste donc pour M6 et qui a diffusé mon interview durant l'émission de ce samedi, la grande semaine, sur le sujet du business OnlyFans. Et cette vidéo, c'est une réaction. Alors, j'ai déjà vu la séquence hier, pas en entière, brièvement, juste après un tournage. Donc là, c'est la première fois que je la re-regarde entièrement du début à la fin et je vais réagir dessus. C'est parti. Sur Internet, youtubeurs et influenceurs rivalisent de créativité pour gagner toujours plus d'argent. La nouvelle poule aux œufs d'or repose sur la lucrative industrie du sexe. Tout se passe sur des réseaux sociaux comme OnlyFans ou le français Mime. Baptiste, aujourd'hui, tu nous parles donc d'un nouveau type de job qui fait fureur sur les réseaux sociaux, mais qui fait franchement froid dans le dos. Manager pour jeunes filles qui vendent des photos de chats. On a toujours évidemment le petit côté jeune fille, hein, ils oublient toujours de préciser quand même que ces jeunes filles, qu'elle appelle en tout cas jeunes filles, sont des femmes majeures, consentantes et qui font déjà ça depuis longtemps. Toujours petit détail à remettre dans son contexte. Imagine que tu vendes des photos de charme. Je vais faire en sorte de devenir ton manager et faire en sorte que tu vendes de plus en plus de photos. Et évidemment, au passage, je vais prendre ma petite commission. Ouais. C'est une pratique qui est légale, mais qui est vraiment très très mal réglementée, très très mal encadrée et qui pousse du coup certaines personnes à qualifier cette activité de proxénétisme 2.0. Alors, je vais vous expliquer comment ça Oh, fonctionne. là, je pense que la petite dame blonde avec son hochement de tête ne va pas être des plus tendres avec moi. Je sais pas, je guesse. On va d'abord se poser sur 2 sites dont tu as parlé, OnlyFans et Mime. Ce sont 2 réseaux sociaux payants. Des réseaux sociaux qui permettent à la base à des fans d'entrer en contact avec leur idole. En payant, ils obtiennent des contenus exclusifs. Exemple, Carole, tu es fan d'un chanteur, tu vas t'abonner à sa page, tu vas payer entre 9 et 90 euros par mois et tu vas obtenir des vidéos de ton chanteur préféré en studio, voire même en payant un peu plus, tu vas avoir une petite chanson pour ton anniversaire. Ça, c'était au début. Alors, qu'on soit clair, même si Baptiste évidemment essaye de faire comprendre à un large public ce que c'est, d'où ça vient, etc., il a tout à fait raison de le faire. Ça n'a jamais vraiment été le but d'OnlyFans ni de Mime, hein, qu'on soit clair, même si les discours qui tiennent sont effectivement qu'ils ont fait ça pour connecter les gens avec leur idole, etc. C'était pas un vrai business model. Ça a toujours été centré autour du X et le but, c'est de le démocratiser. N'importe qui de sensé le voit bien, mais je comprends que pour le storytelling, ça soit mieux de le présenter comme ça. Et rapidement, OnlyFans et Mime ont basculé de la chanson vers le sexe. Voilà à quoi ressemble OnlyFans aujourd'hui. Vous allez le voir, c'est une sorte de réseau social sur lequel on trouve plus beaucoup de chanteurs, hein, mais beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes à qui on achète des vidéos ou des photos coquines un peu exclusives en mode juste pour soi. Flou, hein. Avec ces abonnements qui passent de 5 à 99 euros par mois, ce qui cartonne, c'est qu'on a le sentiment, l'utilisateur a le sentiment de payer pour déshabiller Ma sœur. la personne. Résultat, on parle Payer pour déshabiller, je ne sais pas où il a trouvé cette expression, mais elle est très adaptée. argent, puisqu'en 2023, OnlyFans, seulement 7 ans après son lancement, a réalisé 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est énorme, ça fait rêver et surtout, ça attire. Et ça attire qui? Justement, ces managers Ces dont on fameux va parler. managers. Ces managers, c'est qui? C'est des mecs. Évidemment, on parle essentiellement La plupart, oui. qui se sont dit qu'il y avait moyen de prendre un petit billet au passage. Ah, la dame blonde, je vois que ça l'excite. Elle est pas contente. Je sens qu'elle va m'en mettre plein la gueule. Je sais plus si elle a pris la parole après, mais je sens que ça arrive. Je sens que là, elle se recharge, tu vois. Elle a des petits mouvements de colère qu'elle peine à contenir. À mon avis, ça l'agace un peu. D'ailleurs, donc, des dizaines de vidéos de ces OnlyFans managers, des Évidemment. vidéos, vous allez voir, dans lesquelles, ils expliquent de manière totalement Elle a toute la clique. décomplexée leur business. Ils expliquent
comment ils font fortune, comment ils recrutent des femmes, comment ils vendent les photos, etc. Écoutez, vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Mon agence, à l'heure actuelle, est à environ 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Combien ce business te rapporte? Ah, ils ont pris l'interview la plus sérieuse de l'OFM, c'est génial. Les meufs, on s'en fout. On va dire entre 90 000 à 130 000 en ce moment par mois. Est-ce que tu es un proxénète? Non, Est-ce que c'est tout comme? il y a des similitudes Anthony, t'étais obligé de dire ça. de zéro. Ok. Et je les monte à 20, 30, 40, 50 000 par mois. Donc évidemment, c'est des chiffres qui sont exceptionnels et c'est normal, c'est l'industrie du sexe, c'est une industrie qui est hyper lucrative. C'est déconcertant. Ouais, c'est déconcertant. Vous avez vu comme ils sont totalement décomplexés. La plupart d'entre eux, vous l'avez entendu, parlent de modèles comme des vulgaires produits et ils ne pensent qu'à leur business. La plupart de ces OnlyFans managers vivent où? À Dubaï. À Dubaï, évidemment. Le fameux ennemi commun. Dans un pays qui n'est pas régulé. Mais il y en a un que j'ai pu rencontrer qui habite à Paris. Vous allez voir, il s'appelle Manoa Labranche, il a 22 ans. Il Très annonce jeune, non 60 000 euros de revenus Le petit commentaire, hein, tu l'as entendu. Très jeune donc, évidemment. mensuels avec cette activité de manager OnlyFans. Alors Manoa, il vit entre Cannes et Paris et il m'avait donné rendez-vous dans un très bel hôtel de la capitale. Grosse suite à 2 pas des Champs-Élysées pour m'en mettre plein les yeux et surtout pour Pour lui en mettre plein les yeux. Après, il avait pas tort. Il m'avait demandé si je prenais des suites tous les jours. Je lui ai dit que ça m'arrivait, mais que c'était pas tous les jours, loin de là. Mais évidemment, je lui ai dit que bon, j'accueillais M6 et j'avais fait un petit effort de cadre. une interview totalement décomplexée. Je vous préviens, vous allez peut-être avoir envie de le détester et à la fin, vous allez peut-être, comme moi, être un peu déconcerté par cette interview. Ton business, il est hyper sulfureux. Ouais. Pourquoi tu acceptes de me parler? Parce que moi, j'ai rien à cacher. Ce que je fais, c'est légal. Je le fais professionnellement, de manière éthique. Donc, pourquoi je me priverais de ça? Il y a des moments où tu te dis, quand même, J'étais très fatigué, c'était pas la meilleure interview, mais heureusement, je me souviens des passages qui vont défiler ensuite. Le journaliste était très clean, parce qu'il y a des moments où j'ai été moins bon que ça, en toute honnêteté, dans mes réponses, et il a gardé parmi les meilleurs. Il m'a pas piégé, il a rien déformé. Donc ça, je trouve ça très clean. c'est prendre de l'argent sur le dos de personnes qui vendent des photos de charme. Parce que tu es un intermédiaire, en fait. Alors moi, je vois pas du tout ça comme ça. En fait, les modèles, elles sont déjà sur ces plateformes-là. Elles proposent déjà ce type de contenu. Et nous, on arrive, on leur retire toute la charge de travail, de marketing, de chatting, de community management, etc. Donc, c'est très gagnant-gagnant. Et je vois pas en quoi c'est pas éthique d'aider des femmes à gagner plus en travaillant moins, quoi. Et souvent, on me dit, mais t'as pas peur que ça soit régulé? Mais moi, je n'attends que ça, que ça soit régulé. C'est-à-dire que moi, je suis déjà en France, donc je suis déjà assujetti à la loi française. Mes collaborateurs, mes collaboratrices sont françaises. Donc en fait, il n'y a que mes concurrents qui ne sont pas assujettis à la loi. Donc moi, je ne demande que ça, à ce que ça soit réglementé. On dit Ça, c'était très important de le mettre en avant, parce que je savais pertinemment qu'ils n'allaient pas du tout être tendres avec l'OFM, et que l'enjeu principal, c'était de me dissocier de toute la clique qui est passée juste avant. Et donc, je sentais très bien la question un petit peu arriver de la régulation, etc., de cette zone grise, comme ils aiment bien l'appeler. Effectivement, tout l'enjeu, c'était que je savais pertinemment que ça allait commencer par OFM, cyberproxénétisme, Dubaï, Lambeau, chiffres affolants, misogynie, etc. Et donc, tout l'enjeu, c'était d'apparaître comme l'inverse. Tout le monde se filmait dans des studios un peu noirs, bleus, rouges, etc. Moi, j'accueille le journaliste à Paris, dans une belle suite, avec un style très haussmannien, un peu luxueux. Je me mets en beige et blanc, je me mets dans la lumière. Dans l'interview, par exemple, on n'est pas face à face, on est un peu à côté. Je suis détendu, c'est du sourire, etc. Et c'était extrêmement important, puisque c'était ma première apparition télévisée, dans un contexte qui ne m'était pas forcément favorable. Je ne savais pas si le journaliste allait être tendre, sincère, sympa, ou s'il allait utiliser le montage pour déformer mes propos. Donc, fallait vraiment, tout l'enjeu, c'était d'être en mode, regardez, eux sont à Dubaï, sont défiscalisés, sont pas assujettis à la loi, font ça de manière moyen éthiquement. Moi, je suis tout l'inverse. C'était vraiment ce que j'ai voulu renvoyer dans cette interview, d'où ce passage-là où je dis, mais moi, la régulation ne me fait pas peur. Réguler, justement, parce que moi, je me suis déjà auto-régulé, entre guillemets. tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent disent en fait, moi, je veux du sens dans ma vie. Et puis, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants demain? Qu'est-ce que tu diras à tes enfants demain? Je pense que les enfants de Xavier Niel aujourd'hui, ça les empêche pas de dormir la nuit, que leur papa ait fait du Minitel Rose quand il a commencé. Ah oui, donc on est sur un comparatif On intéressant. est sur un comparatif, il est décomplexé, il assume tout. J'ai très bien fait de sortir cette phrase. C'est pas pour m'auto-flageller encore une fois, mais je pense que, encore une fois, c'était quelque chose que j'avais préparé, hein, cette phrase. Même si je la pense,
c'est pas parce qu'on est honnête qu'on se prépare pas dans un débat, dans une interview, etc. Et ça, c'était une phrase que je voulais sortir parce que justement, je savais pertinemment que Xavier Niel est un bon comparatif parce que entrepreneur français, qui est toujours en France, qui a fait tout son bif en France, qui est pas contre payer les impôts, même s'il est pas maso, il veut pas en payer plus, mais c'est un entrepreneur qui a une belle image, qui est apprécié par les Français, qui est même voilà, plutôt à considérer comme étant à gauche. Et c'est des gens qui, sur le plateau, admirent Xavier Niel. Donc, fallait un comparatif qui soit pertinent par rapport à moi. J'aurais pu utiliser aussi Eric Larchevêque, cofondateur de Ledger, qui a commencé avec des sites de X. Mais en fait, il fallait un comparatif qui allait leur parler, qui allait faire office d'argument massu et qui allait les empêcher de dire quoi que ce soit comparé justement, relatif justement au fait que je commence dans le X, que oh là là, c'est sale, parce que quelqu'un aujourd'hui que vous admirez, que vous recevez en plateau, vous lui parlez plus de X, pourtant il a commencé là-dedans et c'est ce qui lui a permis de faire free, etc. Donc il fallait un côté argument massu et je pense que j'ai bien fait la sortir. Ce qu'il fait, il est dans une pratique qui est légale. Et effectivement, tu as vu, hein, il est à l'aise avec ce qu'il fait. Donc c'est vraiment légal? C'est légal. On précise qu'il faut évidemment pour mettre des photos. Ah, le petit article du Monde qui est affiché en grand écran derrière, ça on aime bien. Il faut avoir 18 ans. Pour aller sur la plateforme, il faut avoir 18 ans. Mais effectivement, il y a un petit côté un peu flou. Moi, je me suis dit que ça pouvait, sur certains aspects, s'apparenter à du proxénétisme. Il y a des histoires d'agents. Bref, c'est un petit peu un nouveau milieu qui est en train d'évoluer. Du coup, j'ai été posé quelques questions à un avocat spécialisé Très bien. sur ces questions d'agents, de managers. Il s'appelle Maître Raphaël Molina. Il a déjà travaillé sur les dossiers d'influenceurs. C'est en fait l'un des rares en France qui connaissent ce sujet. Ça n'a pas été considéré justement par la Cour de cassation comme de la prostitution, puisqu'il n'y a pas de contact physique entre les clients et cette personne-là. Très intéressant. Ce que dit l'avocat ici, c'est qu'il y a déjà eu des affaires en cour de cassation où justement cette dernière a reconnu que l'OFN n'était pas du proxénétisme. Donc on peut plus vraiment parler de zone grise en fait, puisque ça a été établi que ça n'en est pas. Par définition, ils ne favorisent pas la prostitution, donc c'est pas des proxénètes. Mais en tout cas, c'est suffisamment ambigu comme situation pour que la Cour de cassation se soit penchée sur la Oui, bien question sûr. de la qualification juridique. Ah oui, exactement. Mais il y a quand même quelques problématiques. Ouais. Vous avez, vous, des victimes, vous défendez les victimes. Sans rentrer dans le détail, c'est quoi les problèmes? Tout d'abord, les commissions qui sont énormes en tant qu'agent, parfois qui vont jusqu'à 70-80%, donc c'est totalement abusif vis-à-vis des modèles. C'est aussi pour ça que dans la formation, on ne vous conseille pas de facturer trop de commissions, qu'on s'arrête à 60. Ils prennent tous les revenus. Voilà, en gros, c'est spoliateur complètement. Il y a aussi un problème que les mannequins qui sont sur ces réseaux parfois font des photos ou vidéos contre leur propre volonté. Les agents les poussent à faire des contenus qu'elles n'aimeraient pas faire. C'est des situations dans lesquelles il y a une vulnérabilité Ouais, pour vous. exactement. À partir du moment où il y a une vulnérabilité, ce qui est le cas, puisqu'on a des personnes qui sont relativement jeunes et qui s'exposent potentiellement à vie sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et qui exposent leur partie intime. Et qui exposent, en plus, qui ne l'exposent pas de manière banale, hein, ça c'est Mhm. clair. À mon sens, la personne qui l'encadre, qui est son agent, il doit être réglementé encore plus qu'un agent classique. Il y a plein d'autres dangers, par exemple. Entièrement d'accord, il faut que ça soit régulé, encadré, ça c'est évident. Après, je trouve qu'on attribue beaucoup de rôles à l'agent, au manager, qui n'a qu'une seule fonction de base, c'est du marketing, de la vente, etc. C'est pour ça, encore une fois, qu'on vous conseille à chaque fois de faire des contrats complets, développés, qui explicitent tout pour définir quels sont les rôles de chacun. D'accord? L'agent, effectivement, de base, c'est du marketing, la vente de médias privés, du chatting, du conseil sur le positionnement, l'image, les contenus à faire, etc. D'accord. Nous, en tant qu'agent, en tant que plateforme, on fait plus que ça. On va aider les modèles sur les histoires et les problèmes de leak, par exemple. On va aussi pouvoir conseiller, alors à notre niveau, on n'est pas avocat fiscaliste, mais en termes de fiscalité, comment optimiser un petit peu leur rémunération, ce qu'elles peuvent passer en frais ou pas. Encore une fois, à titre informatif, on n'est pas avocat, mais nous, on pousse effectivement les choses loin. Maintenant, là, j'ai limite l'impression qu'ils en parlent comme leur tuteur légal, quoi. L'agent n'est pas responsable de la modèle. Et même, très souvent, c'est intéressant, la modèle paye l'agence. Donc, c'est-à-dire que c'est limite la modèle qui emploie l'agence. Donc là, je trouve que l'espèce de rapport hiérarchique qu'ils essayent d'instaurer, pour moi, est pas le bon et n'a pas sa place ici, quoi. En plus, qu'il l'expose pas de manière banale, hein, ça c'est Mhm. clair. À mon sens, la personne qui l'encadre, qui est son agent, il doit être réglementé encore plus qu'un agent classique. Il y a plein d'autres dangers. Par exemple, ces managers, ils ont les codes d'accès. Donc, très souvent, Pas sur Evil. ils changent le mot de passe et récupèrent les données. Très souvent, très souvent.
Non mais je sais pas qui est cette madame, mais en fait, oui, il y a des gens qui font ça. On sait où ils se situent, dans quel pays, dans quelle ville, hein, c'est Dubaï évidemment. C'est des gens qui voient court terme. Parce que quand tu changes des accès et que tu essaies de retirer de l'argent, bah, c'est illégal. Tu commets une fraude, un vol. On peut tracer, hein, parce que les données bancaires, c'est quand même vachement traçable. Quasiment personne ne prend le risque de faire ça. Ça a dû arriver et c'est extrêmement regrettable et il faut que ça soit condamné. Mais très peu de gens font ça. Et très souvent, il a absolument pas sa place ici. Les photos et le revendent dans d'autres sites. Et la fille ne touche rien. Alors, bon courage pour revendre ses photos, ce contenu dans d'autres sites. Je pense qu'elle connaît pas elle sait pas ce que c'est un KYC. Si tu t'inscris sur Reveal, sur Mime, sur OnlyFans, faut que tu mettes ton nom, ton prénom, ta carte d'identité, ton passeport, que tu fasses un screen de toi en live avec ton téléphone. Donc c'est impossible en fait. Donc oui, ça peut malheureusement parfois sortir sur des sites de leak, mais les sites de leak par essence c'est gratuit. Donc ça n'arrive pas en fait. Que les managers revendent du contenu, ça n'existe pas. Il y a eu effectivement quelques histoires de changement de RIB, de virement, et ça c'est condamnable, à condamner évidemment, mais ça n'arrive pas. Ça n'a aucun intérêt. Le revenu moyen d'un modèle, c'est entre 150 et 180 euros. Ça fait. Ça, encore une fois, c'est insupportable. OnlyFans a choisi quelque chose, a choisi une sorte de positionnement, c'est que les comptes peuvent être créateurs et fans en même temps. Nous, on a choisi de ne pas le faire sur Reveal, mais c'est un choix comme un autre. Ce qui veut dire que oui, aujourd'hui, OnlyFans a 280, je crois, millions d'utilisateurs. Enfin, ça a dépassé Netflix, c'est énorme. Et donc, effectivement, si tu fais une moyenne, peu gagnent de l'argent. Mais c'est comme YouTube. YouTube, si tu prends les choses sérieusement, si tu es YouTuber, que tu as une audience, que tu fais des vidéos régulièrement, que tu es sponsorisable, que tu as AdSense, tu gagnes énormément et tu peux gagner confortablement dès que tu as quelques dizaines de milliers d'abonnés, si t'es bien niché, tu vois. Mais évidemment, si tu fais la moyenne du revenu en prenant en compte tous les comptes gratuits qui ont été créés, qui peuvent donc consommer du contenu, mais aussi en publier, mais évidemment que le revenu moyen baisse drastiquement. Mais ça ne veut pas pour autant dire que si tu fais les choses sérieusement et que tu y mets un petit peu du tien et que tu fais les choses professionnellement, voilà, que tu bosses, tu peux faire beaucoup d'argent. Mais ça n'a aucun sens de prendre la moyenne de tous les comptes créés, puisqu'il y en a 280 millions. Vraiment le répéter. Ils ne gagnent que ça par mois et à vie, vos images seront vraiment sur Internet. Est-ce que ça vaut le coup de penser juste à ça? Merci beaucoup. On sent une grande experte du sujet en tout cas. Bon, le sujet était extrêmement court. Je crois que ça a duré 7 minutes. C'était un sujet de 7 minutes. Je suis quand même content de la manière dont l'interview a été prise, la présentatrice qui dit direct, comparaison intéressante, Baptiste qui m'introduit en disant voilà, vous allez être déconcerté, vous allez avoir envie de le détester, mais finalement agréablement surpris, les passages qui ont été gardés, les phrases que j'ai pu dire et qui ont été retenues. Je suis assez content pour un premier passage en télévision, c'est un très net positif. Évidemment, c'était court. Le but, évidemment, c'est de devenir de plus en plus mainstream, donc moi, mes apparitions, je compte les répéter, en faire de nouvelles, des encore plus pertinentes, etc., de plus nombreuses. Et là, c'est qu'un début, et je suis content que pour une fois, même si les managers sont fait torpiller, j'ai réussi à être celui qui se retrouve en haut du panier. Donc, assez agréablement surpris. Pas piégé par l'intervieweur. Ça, je salue franchement. Et puis je comprends, encore une fois, M6, c'est une chaîne grand public, etc. Évidemment qu'ils vont pas dire que l'OFM c'est génial, que l'industrie du X, elle est super chouette. Mais ça a été fait dignement, assez sympathiquement, pas eu de piège, encore une fois. On est loin du journal Le Monde et du Parisien. Donc assez content. Assez content. Si vous voulez être prévenu des prochaines interventions, des prochaines interviews que je vais faire dans les gros médias, rejoignez le canal Telegram privé qui sera juste en dessous. Et je vous dis à très vite sur la chaîne.